qu'il y a non seulement des insultes directement en commentaire sur des posts de réseaux sociaux, mais aussi sur des sites, par exemple, d'actualité où justement, tout à coup, il y a un article qui dénonce une situation raciste et on peut voir qu'il y a des personnes qui vont commenter en grand nombre. Mais il y a aussi beaucoup de censure ou d'autocensure, des comptes qui viennent à ne plus aborder certaines thématiques parce qu'elles ont peur des conséquences qu'il pourrait y avoir si elles osent parler de certaines choses. Les plateformes, elles ont aussi une responsabilité derrière pour créer des plateformes où chaque personne a le droit de venir. Mais si, en fait, on ne donne pas des conditions où il y a un cadre, justement, juridique aussi assez clair, en fait, ces personnes auront tendance à ne plus vouloir y venir, donc aussi supprimer leur compte. Et au final, est-ce que c'est démocratique que de n'avoir que certains avis sur les réseaux sociaux? Donc, je m'appelle Natacha Stegman. Je travaille comme chef de projet diversité, égalité, inclusion au bureau de l'égalité de l'EPFL depuis à peu près un peu plus de 5 ans maintenant. Et j'ai aussi des engagements associatifs à côté, dont sur la thématique des violences sexistes et sexuelles dans l'espace public et aussi l'antiracisme, surtout à l'encontre des personnes azodescendantes, donc asiatiques. Et j'ai aussi un podcast et un projet sur les questions d'identité, de migration et d'inclusion, en fait, des personnes migrantes en Suisse. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit une forme de racisme qu'on peut appeler le cyberracisme, qu'on pourrait qualifier de manifestation, en fait, de commentaires, d'insultes, mais aussi, en fait, de photographies, de vidéos à caractère raciste. Et ce qui est un peu spécial, c'est que c'est sur des espaces qui sont numériques. Et en fait, on a cette tendance encore aujourd'hui à penser que les espaces numériques ne sont pas des espaces réels. Or, en fait, ça blesse tout autant, voire même plus, parce qu'ils sont parfois en grand nombre, ces commentaires racistes. Et puis, les personnes, elles pensent qu'elles sont anonymes, donc elles osent encore plus aller commenter ou créer des vidéos problématiques. Et puis, par contre, on a aussi un cadre légal qui existe, mais qui n'est pas forcément suffisant. C'est vrai qu'au fait, on pourrait voir qu'il y a non seulement des insultes directement en commentaire sur des posts de réseaux sociaux, mais aussi sur des sites, par exemple, d'actualité où justement, tout à coup, il y a un article qui dénonce une situation raciste et on peut voir qu'il y a des personnes qui vont commenter en grand nombre. Mais il y a aussi beaucoup de censure ou d'autocensure, des comptes qui viennent à ne plus aborder certaines thématiques parce qu'elles ont peur des conséquences qu'il pourrait y avoir si elles osent parler de certaines choses, mais aussi des comptes qui sont supprimés parce qu'ils sont signalés. C'est des mécaniques, c'est des raids en fait qui sont organisés pour signaler certains comptes, pour les supprimer. Et puis il y a aussi des phénomènes qu'on peut appeler le doxing. C'est en fait de publier des données personnelles, donc le nom, prénom, l'adresse physique, mais aussi le lieu de travail ou bien les membres de la famille d'une personne, par exemple une créatrice de contenu, un créateur de contenu racisé. Et donc ça, c'est vraiment des manifestations qu'on peut voir, que moi j'observe en tout cas sur mes réseaux sociaux, mais aussi avec ma casquette de chef de projet, en fait, en ayant travaillé sur ces questions-là dans le cadre de conférences. Il y a des personnes qui sont ciblées par du racisme sur les réseaux sociaux. Ça fait que justement, ça enfreint aussi leur liberté d'expression parce que ça les dissuade au final de prendre la parole, de dénoncer, mais tout simplement aussi d'être présente sur les réseaux sociaux. Et donc, pour moi, il y a aussi des enjeux, et pas pour moi seule, hein, les recherches le montrent aussi qu'il y a aussi des enjeux derrière, qui sont d'ordre de la démocratie. Est-ce que c'est démocratique de ne plus donner des espaces safe, en fait, donc sécures, pour que les personnes racisées
ou bien les personnes alliées qui dénoncent certaines situations racistes puissent exister sur les réseaux. Je pense que dans les réseaux sociaux, justement, il y a cette spécificité que les personnes peuvent se cacher, entre guillemets, derrière des comptes qui sont anonymes et peuvent avoir plusieurs comptes, peuvent avoir aussi des groupes. On peut vraiment créer des stratégies, en fait, pour aller vraiment harceler des personnes, les intimider. Et donc là, oui, c'est un peu différent que la vie réelle, parce que dans la vie réelle, on a quand même une confrontation donc entre un individu et un autre individu, ou un individu et plusieurs individus. Et là, vraiment, il y a toutes ces dynamiques-là qui se mettent en place, et du coup, ça ouvre justement cette voie à amplifier au final ces discriminations ou ces comportements d'intimidation. Pour moi, l'enjeu aussi avec la démocratie et la liberté d'expression, c'est que au final, quand on ne crée pas des conditions, donc les plateformes, elles ont aussi une responsabilité derrière pour créer des plateformes où chaque personne a le droit de venir, être présente, même y travailler, parce qu'il y a beaucoup de plateformes aussi où on peut travailler, on devient des personnes influenceuses et tout ça. Mais si, en fait, on ne donne pas des conditions où il y a un cadre, justement, juridique aussi assez clair, en fait, ces personnes auront tendance à ne plus vouloir y venir, donc aussi supprimer leur compte. Et au final, est-ce que c'est démocratique que de n'avoir que certains avis sur les réseaux sociaux? Et après, il faut aussi se dire que ce n'est pas parce que c'est sur les réseaux sociaux que ce n'est pas quelque chose qui est interdit. Parce que la liberté d'expression, elle s'arrête aussi avec le cadre légal. Et il y a certaines formes d'expression qui sont complètement interdites ou très encadrées, on va dire. Ça génère quand même pas mal de buzz quand il y a des polémiques. Donc, ça crée beaucoup plus de commentaires. Les gens restent sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, il y a quand même un intérêt derrière à ne pas forcément avoir un cadre légal très strict. C'est pour ça qu'après, au-delà des plateformes, il faut aussi qu'on réfléchisse à cette question de quelles sont nos responsabilités les responsabilités étatiques. Par exemple, ça peut être juridique ou on fait des sanctions dans le but de dissuader certains comportements. Mais après, il y a aussi toute une éducation qui devrait être faite, par exemple dans les écoles, tout comme on éduque les enfants sur on ne doit pas embêter l'autre, on ne doit pas taper l'autre. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une éducation aux médias par rapport à ces thématiques-là? Parce que l'espace numérique reste un espace qui a des conséquences réelles, matérielles sur les personnes. C'est vrai que quand j'écoute cette question, pour moi, il y a plusieurs niveaux. Et c'est vrai qu'on ne peut pas juste demander pour qu'il y ait de la diversité sur les réseaux, de demander à certains comptes de toujours exister, parce que c'est très violent en fait. C'est des violences qui ont quand même un impact réel psychologique sur les personnes. Donc pour moi, il y a aussi une responsabilité de ces plateformes de mettre en place la modération. De la modération, ça coûte, parce que c'est des vraies personnes qui vont analyser, et ça, en fait, les IA peuvent, par exemple, identifier certains mots qui sont problématiques, mais au final, le sens critique, ça reste quand même quelque chose d'humain, donc c'est pour ça qu'il faut quand même soutenir des initiatives où il y a de la modération, mais aussi tout ce qui est du reporting. Par exemple, en Suisse, on a le report online, c'est du reporting du racisme en ligne, et d'ailleurs qui a montré qu'en 2024, il y avait une augmentation de 60% du reporting, en fait, donc des cas sur Internet. Et puis, après, il y a aussi la responsabilité de chaque personne. Quand on voit des commentaires haineux, discriminatoires, racistes, xénophobes, il est aussi de notre devoir de signaler ceci avec certains outils qui existent déjà sur les plateformes, mais après, les plateformes ont aussi leurs responsabilités. Et si les plateformes ne répondent pas à certains cadres légaux, c'est clair que les États doivent aussi mieux sanctionner et mieux en fait thématiser en fait ces questions-là.
C'est vrai que si on regarde un peu par le passé, on sait que YouTube, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais pendant quelques années, on pouvait observer, et des études l'ont montré, que de mettre une photographie, en fait, la petite photo qu'on met sur la vidéo, en fait, il y avait l'algorithme qui allait favoriser certaines photos plus que d'autres. C'est pour ça que l'ordre d'apparition des personnes était hyper important. Donc, par exemple, si on mettait une personne noire en premier ordre d'apparition, puis une personne blanche, en fait, l'algorithme allait moins favoriser cette vidéo. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui existent, mais c'est pas non plus une fatalité dans le sens où derrière les algorithmes, il y a toujours des personnes. Et en fait, souvent, on a cette tendance à croire que les algorithmes vivent un peu tout seuls. Mais c'est en fait, qui est-ce qui les fait vivre tout seuls? Ça reste des êtres humains. C'est pour ça que parfois, il faut aussi se demander, est-ce qu'on a des intérêts? Quels sont les intérêts derrière? Déconstruire, en fait, pourquoi cette situation, elle continue de perdurer et pourquoi elle existe. Bien sûr, il y a des personnes qui voudraient qu'on régule plus, qu'on ait plus de cadres juridiques, mais aussi que ce soit beaucoup plus strict, et d'autres qui voudraient aller vers beaucoup plus un environnement beaucoup plus libéral. Mais en tout cas, oui, ces algorithmes sont présents, enfin ces biais algorithmiques sont présents dans Internet en général. Et aussi, ces espaces numériques, ils ont été créés, ils restent créés aussi par des grands groupes, des grandes entreprises qui ne sont pas forcément transparentes. Et donc, on a toujours, c'est toujours une bonne chose de se poser les questions qui sont derrière ces grands groupes qui façonnent au final la manière dont on voit nos réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qui est présenté en premier, qu'est-ce qu'on voit en premier, et puis la manière d'interagir aussi avec les contenus, quoi. C'est vrai que les impacts psychologiques, ils doivent être mis en lumière parce qu'en fait, ça peut aussi créer de l'isolement. J'ai parlé de l'autocensure, mais en fait, les commentaires restent réels. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont à la tête de comptes militants et qui, en fait, vont poster certaines choses, mais ensuite vont pas plus regarder les commentaires, vont rien faire, et ensuite c'est une armée, on va dire, de modératrices, modérateurs qui vont aller dans les commentaires à leur place. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre en place aussi une sorte de systématisation de ce qu'on pourrait appeler du care, en fait, donc du soin porté aux personnes, parce que oui, c'est un peu comme ce qui se passe dans la vraie vie quand on voit que certaines femmes qui sont invitées à certaines émissions de politique, par exemple en Suisse alémanique, et qui au final refusent d'y aller parce qu'elles savent qu'après elles vont se ramasser des commentaires. Pareil pour des personnes issues de minorités. Donc ça pose vraiment ce problème-là sur non seulement la démocratie, mais aussi sur les impacts sur la santé mentale de ces personnes. Parce que ça reste des personnes, même si on veut les personnifier, les starifier parfois même, mais ça reste des personnes.